On va accueillir Jules Grandin et Clara De Alberto. D'abord parce que, tout simplement, j'adore ce qu'ils font. Je les suis sur les réseaux sociaux, leurs publications dans la presse, leurs atlas. J'en ai 2 avec moi. Ils font carte de tout, graphique de tout, et ils font intelligence avec tout ça, avec humour. Et comme vous le savez, j'aime bien l'intelligence et j'aime bien l'humour. Et je trouve que ça va bien ensemble. Donc voilà, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et puis, je suis ravie de les accueillir parce que je pense que ce sont quand même, on va accueillir les 2 meilleurs VRP de la cartographie et de la data vise en France aujourd'hui. Et c'est pas rien parce que on est quand même un paquet ici à se poser la question, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour expliquer ce qu'on fait, pour le vendre, pour donner envie aux gens? Et eux, ils ont trouvé comment le faire. Et puis, je suis très heureuse de les accueillir aussi parce que contacter un grand témoin, et encore plus 2 grands témoins, c'est toujours partir à l'aventure. C'est essayer de convaincre quelqu'un qu'un pont est possible entre une communauté hyper sérieuse, les géomaticiens, les géomaticiennes, etc. Et pour leur expliquer qu'un pont est possible. Et avec eux, quand je les ai appelés, j'ai eu l'impression qu'ils attendaient mon appel. Ils ont dit oui tout de suite. C'était super. Alors, il faut tout dire. En fait, on les avait appelés il y a 2 ans. Et il y a 2 ans, ils ont dit non, on ne peut pas, parce qu'on a un bébé en route. Alors, quand Clara et Jules ont un bébé en route, ça donne le bébé graphe. Donc, quand je vous dis qu'ils font graphique et visualisation de tout, c'est effectivement le cas. Cette année, c'est l'Atlas Molière. Et je précise que les livres, vous pourrez les retrouver. On fera une séance de signature au moment du dîner. Alors, il faut quand même que je vous présente un tout petit peu plus sérieusement. Donc, Jules est cartographe de formation et aujourd'hui responsable de l'infographie au journal Les Échos. Clara est infographiste. Je ne vais pas en dire beaucoup parce qu'ils vont se présenter. Et elle travaille aujourd'hui pour différents journaux, et surtout dans la j'ai envie de dire, la plus grande agence de data journalisme qui s'appelle We Do Data et qui a été fondée par une ancienne de Libé. Tous 2 ont travaillé au Monde. Tous 2 sont des experts des images, des représentations des données et on leur donne carte blanche. À vous la scène. Bon, bonsoir à toutes et à tous. On a été super bien présenté par Françoise, mais du coup, on va quand même se permettre d'en rajouter une petite couche maintenant qu'on vous a sous la main. Donc, on va essayer d'assurer cette présentation à 2, en essayant de saouler personne et en essayant du coup d'apporter un maximum de paillettes dans votre cartographie. C'est un petit peu notre objectif ce soir. Donc, on voulait commencer par dire que déjà, on a un background très différent, enfin pas très différent, mais on n'a pas du tout le même background avec Clara. Moi, je suis cartographe de formation et j'ai fait un master qui s'appelle Cartagéo, qui sert à devenir géomaticien. Et avant ça, du coup, j'étais en classe préparatoire littéraire. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Clara. Alors moi, j'ai fait aussi une classe préparatoire littéraire, donc. Et puis ensuite, moi, j'ai bifurqué vers les Beaux-Arts de Rennes, où j'ai fait des études de design graphique. Et puis, je me suis spécialisée ensuite en représentation de données. Pendant ce temps, Jules devenait cartographe de formation. Exactement. Et donc du coup, on a tous les 2 travaillé ensuite dans les médias. Donc Le Monde, Libération, Les Échos, Philosophie Magazine, l'AFP, Le Point et tout plein de médias. Soit des petites collaborations freelance, soit c'était carrément notre boulot. Et donc bref, aujourd'hui, on n'a pas prétention à vous expliquer qu'est-ce que c'est un SIG, qu'est-ce que c'est une carte, comment on projette des points. On n'oserait pas. Ouais, c'est quoi une projection et tout, on n'oserait pas. Donc on a essayé de faire une présentation un petit peu différente et d'essayer de montrer comment nous on essaye toujours de décaler un petit peu le propos, décaler un peu la carto, les graphiques pour l'emmener vers des sujets qui ne sont pas a priori les sujets vers lesquels on l'emmène. Jouer avec les codes, twister un peu la discipline, on va dire. Exact. Donc par exemple, Clara est capable d'envoyer une grosse projection de Waterman sur une double page dans un quotidien français, c'est pas évident, mais elle y arrive. Et donc voilà, des exemples de cartographie un petit peu classiques qu'on a fait. Donc ça c'était au Monde par exemple, ou alors à Libération. D'ailleurs la carte de gauche au final c'était une double page qu'il fallait faire pivoter comme ça pour avoir les îles britanniques en énorme. C'était au moment du vote pour ou contre le Brexit. Donc voilà des exemples de ce que ça donne. Ici une projection de Spielhaus, donc la Terre centrée sur les océans. À l'occasion du Libé des océans, donc,
Donc voilà, quand on arrive à caser une projection un petit peu originale, ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est un peu notre objectif, même dans les médias, dans les endroits où on travaille, d'essayer de faire le truc les plus différents possible, quoi. Donc encore une fois, cette carte de Spielhaus avec l'océan unique. Ça, c'était pour... On aime aussi utiliser des cartogrammes, donc voilà, localiser l'information, donner une dimension spatiale, mais voilà, en restant aussi, là par exemple, quand on parle d'êtres humains, les visualiser, donc en utilisant des cercles proportionnels au nombre d'habitants par pays. Voilà, et donc encore quelques exemples qu'on a fait pour Philosophie Magazine, pour Le Monde, pour Les Jours. Donc voilà, on va avancer un petit peu et puis on nous en reparlera après de toute façon. Mais on ne fait pas du tout que de la cartographie. Ça, du coup, je vous mets un nouvel exemple de la série d'été qu'on a fait cet été dans Les Échos, qui était extrêmement orientée DataVis. C'était une série d'été en 5 épisodes qui reprenait 5 romans ou pièces de théâtre dans lesquelles l'économie joue un rôle particulier et qu'on a présenté en carte et en graphique. Petite parenthèse, on va aller très très vite parce qu'on a vraiment énormément de choses qu'on a envie de vous montrer. Donc voilà, si ça va vraiment trop vite à un moment, je sais pas, mettez-vous tous à tousser et on comprendra. Faites quelque chose. Ici, voilà une proposition que j'avais fait à l'IB pour visualiser quand il y avait eu 1 million de morts du Covid dans le monde. Où donc du coup, on a les morts du Covid. Donc un point représente 10 morts du Covid. Il y a 100 000 points sur la double page. Et puis on les a organisés en chronologie et on a utilisé le rouge pour visualiser les morts en France. Un sujet un peu plus gai ici, une double page dans l'IB faite à partir d'une base de données sur toutes les épreuves de Top Chef depuis le début de l'émission. Nous sommes toujours fans de Top Chef et donc nous avions constitué une énorme base de données avec pour chaque épreuve les aliments, le thème, le type des gagnants, leur âge. Ouais. Donc l'idée, c'est toujours et encore de décaler soit le sujet, soit la forme. Donc soit le fond, soit la forme, et puis essayer d'arriver vers des endroits que les autres gens n'utilisent pas trop. Donc c'est encore une fois une double que Clara a fait plutôt sur le côté sanitaire, hôpital. Donc, avec une visualisation que j'aime beaucoup, le dendrogramme circulaire, mais encore une fois un petit peu twisté, puisque normalement un dendrogramme circulaire c'est un rond, et là j'en ai fait un peu plus des petites ombrelles. C'est ça, des plantes, des arbres, je ne sais pas. Et donc, pour continuer, alors juste pour cette presse, on va vous la faire en gros en 3 parties. On se présente rapidement. Après, on va vous expliquer un peu les sources, les gens qui nous inspirent et tout. Et puis à la fin, on va vous montrer du coup plein d'exemples de choses qu'on a fait où on essaye de décaler au maximum la discipline. Donc là, un truc qu'on aime bien faire aussi, nous, c'est ce qu'on appelle des photovis. Bon, c'est pas vraiment un terme déposé, hein, mais bon, l'idée, c'est de créer des graphiques en vrai, entre guillemets, en vrai, et après avec des vrais objets, du vrai quotidien, et après de les prendre en photo et de venir créer une infographie avec. Donc là, je vous montre un exemple qu'on a fait aux Échos. C'était une série de 5 pleines pages sur 5 aliments, symbole un peu de la mondialisation. Vous avez là les tomates et les bananes. Et du coup, une fois que c'est terminé, après, ça devient le graphique qui fait se tenir la page, quoi. Donc le truc le plus imposant dans la page. Ça, c'était aux Échos. Clara aussi a fait ça à l'IB. À l'IB, absolument. On avait commencé par visualiser comme ça le World Press Photo, un concours de photographie de presse. Et puis ensuite, on s'est dit que donc ça c'était facile, on avait plein de journaux à disposition. Et puis ensuite on s'était dit que tant qu'à faire, on allait faire ça en chocolat. Donc voilà, pareil, on a quelques photos pour illustrer le processus de fabrication. Le graphique en Mikado. Absolument, donc graphique en Mikado, trimap en tablette. Donc voilà, tout ça c'est des choses qu'on fabrique vraiment à la main, bien sûr, c'est pas du Photoshop. Non. Et donc on ne travaille pas que pour la presse non plus. Déjà, on a tous les deux des comptes Twitter sur lesquels on est assez actifs et sur lesquels on essaye de défendre l'infographie, la cartographie et les raisons qui font qu'on aime d'amour. J'ai adoré le terme VRP de la DataVis, ça va probablement aller dans ma bio. Probablement être les prochaines bios, je pense. Et du coup, donc on travaille tous les deux, chacun de notre côté pour soit des médias, soit du coup maintenant We Do Data pour Clara. Et puis on a aussi une entité un peu bicéphale et à 4 mains qu'on a appelée Goomprod, qui est une entité avec laquelle on travaille juste tous les deux. Et à ce moment-là, pendant longtemps, on a fait des projets bien gratuits, bien réseaux sociaux, comme par exemple ce projet qui présentait tous les gens qui avaient gouverné la France depuis Clovis jusqu'à François Hollande. Absolument. En tout plein de graphiques. Et puis ensuite, c'est devenu des projets un petit peu différents. Par exemple, Françoise l'a dit en introduction, quand on a accueilli notre fille, on a fait un suivi. Alors c'était en plein confinement, donc en plus ça a aidé. On avait de quoi, justement pas trop de quoi s'occuper, donc on était vachement chez nous et on a raconté un petit peu sa vie en graphique sur les réseaux sociaux. Pendant 1 an, on a collecté des données et on les a visualisées, on a partagé ça avec les gens parce que ça faisait aussi un tout petit peu de lien social et que
même en ayant un nouveau-né à la maison, ça nous manquait comme à tout le monde. Voilà, ça s'appelait Little Big Data et ça a été publié aux éditions des Arènes sous le nom Le Bébé Graphe. Et puis 1 an plus tard, donc juste en janvier dernier, on a sorti un autre livre toujours aux Arènes qui s'appelle L'Atlas Molière, où là c'était à l'occasion des 400 ans de la naissance de Molière, essayer de raconter un peu toute sa vie de dramaturge avec force, cartes et infographie. On va vous montrer ça après, quoi. Alors, ensuite, quelque chose qui est important pour nous et qui explique aussi le fait que on voit qu'il y a des gens à qui ça parle sur les réseaux sociaux, c'est que la cartographie, ça plaît vraiment à tout le monde. Et ça plaît à tout le monde, mais même si tout le monde ne le sait, pas forcément encore. Mais nous, on est là pour leur montrer, justement. Absolument. Donc pourquoi est-ce que ça... En fait, c'est un truc qui nous a presque surpris. On a l'impression que tous les gens adorent la cartographie, mais ils ne le savent pas forcément. Alors pourquoi? Quand on s'interroge un peu dessus, il y a pas mal de raisons qui vont jouer là-dessus. Il y a des trucs un peu, je dirais, sensoriels, sensibles, des trucs personnels liés à l'enfance, au voyage, à la carte routière, liés au fait de lire des atlas et de faire un peu ce qu'on appelle du coup le voyage immobile, juste se balader comme ça sur la carte, faire rêver un petit peu. Donc un truc un peu lié au rêve quand même et au voyage, au sensible, quoi, je dirais. Après, il y a aussi le fait que la cartographie, c'est quelque chose qui va être super utile pour éclairer l'actualité. Là, on sort d'une grosse période où on a une triplette, crise sanitaire, guerre en Ukraine, énorme saison politique avec la présidentielle plus les législatives derrière, où du coup, il y a des cartes absolument partout. Et on a vu pendant le Covid des gens commenter les cartes, commenter les graphes, dire oui, pourquoi cette couleur, commencer à avoir des débats de sémiologie graphique, pourquoi est-ce qu'ils ont tronqué l'axe, c'est pas normal. Donc on a vu qu'à ce moment-là, ça s'est énormément démocratisé. Après, la cartographie, c'est aussi quelque chose qui, de toute façon, est hyper présent dans la pop culture. Alors bien sûr, le générique de Game of Thrones, que normalement un certain nombre d'entre vous auront probablement vu. La carte du Seigneur des Anneaux, bien sûr, c'est pas mal utilisé dans les univers de fantasy où on invente de nouveaux mondes. Mais pareil dans Harry Potter avec la carte du maraudeur. Absolument. Et c'était même présent dès le 19e. Là, par exemple, c'est la carte qui est inclue dans l'édition originale du Tour du Monde en 80 jours. Jules Verne, quand il fait son livre, il se dit il faut absolument mettre une carte dedans parce que c'est très important, la géographie, dans mon bouquin. Donc, c'est cartographie et pop culture, c'est très lié depuis longtemps. Et du coup, ça fait que si on en arrive à aujourd'hui, la cartographie, ça marche plutôt très bien sur les réseaux sociaux. Le mérite ne nous en revient pas pour le coup. Il y a plein de comptes qui vont être très suivis, qui vont être dédiés entièrement à la cartographie, voire à l'infographie un peu aussi. Mais voilà, c'est quelque chose qui a clairement un public. Ouais. Donc, maintenant, ce qu'on voulait faire, c'est vous montrer juste 2-3 personnes qui nous ont inspiré très fort dans l'histoire de la discipline. Et la première, la précurseur, ça va être Madeleine de Scudéry avec sa fameuse carte du royaume de Tendre, qu'on appelle aussi la carte de Tendre. Petite parenthèse d'ailleurs, on ne va pas vous parler de tous les gens qui nous inspirent parce qu'il y en a beaucoup trop. On va centrer ça un petit peu sur ceux qui, justement, détournent un petit peu les codes d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui vont décaler un petit peu le truc, quoi. Donc elle, Madeleine de Scudéry, quand elle fait sa carte en 1654, elle change totalement le game, quoi, de la carto, parce qu'elle se dit je vais faire une carte d'un endroit qui n'existe pas, juste pour expliquer des logiques, et en l'occurrence ces logiques c'est celle d'une relation amoureuse. Donc du coup on part du bas de la carte, qui est le début de la relation, le moment où on se rencontre, et puis on va avancer comme ça de village en village, billet doux, billet galant, joli vert, des endroits dangereux, des endroits pas dangereux du tout. Et donc c'est cette notion de raconter l'amour en carte, c'est quelque chose qu'on va retrouver après, un petit peu plus tard, au 18e, avec une carte de l'abbé d'Aubignac qui va s'appeler le royaume de coquetterie. Donc l'abbé d'Aubignac, lui, pour le coup, c'est pas un libertin, hein. Donc il est plutôt là pour nous expliquer que c'est dangereux, qu'il faut faire attention. À un endroit, il y a le capitaine repentir, etc. Donc, on pourrait passer de la pudeur. Voilà, on pourrait passer des heures sur cette carte, mais pareil, il faut qu'on avance parce que malheureusement, on n'a pas 3 heures pour faire notre talk. Et puis, dernier exemple que je voulais vous montrer, qu'on voulait vous montrer, 1730 de Matthaeus Sauter, c'est la représentation symbolique et ingénieuse projetée en siège et en bombardement, comme il faut empêcher prudemment les attaques de l'amour. Donc, la carte, elle est comme ça, et en fait, ça montre un processus de séduction, si vous voulez, où on a la personne qui est la cible de la séduction qui est enfermée dans sa forteresse, et on va avoir des attaques de catapultes qui vont être en fait le processus de séduction. On peut voir, vous pouvez voir en bas, regardez, hop, tac, attaque du beau sexe, voilà, le palais de l'amour, etc., etc. Alors ensuite, bien sûr, dans nos influences, quelqu'un que vous connaissez certainement, le greatest of all times, Charles-Joseph Minard. Alors bien sûr, lui, c'est à la fois pour cet incroyable mélange de cartographie, de visualisation,
cet objet incroyablement complet, puisqu'on a même donc on a le trajet de la Grande Armée une fois passé le Niémen jusqu'à Moscou, puis son retour avec les pertes en hommes tout au long de ce trajet. Mais on a aussi les dates, on a aussi les températures, donc très complet. Et puis on a aussi donc ces cartographies de flux proportionnels, où quelque chose qui nous intéresse aussi là, ça va être le fait que les continents sont extrêmement déformés. À l'époque, on sait très bien quelle forme ont précisément les continents. Mais voilà, justement, Minard arrive à s'abstraire de cette réalité géographique pour mieux servir son propos. Et on trouvait ça aussi très, très, très intéressant. Tout à fait. Ensuite, il y a un data couple assez incroyable, Marie et Otto Neurath, qui non seulement inventent tout bonnement le pictogramme. À l'époque, ils appellent ça les isotypes, mais c'est quand même les gens qui inventent ça. Avec Gernot Ernst, tout à fait. Exactement. Ils inventent que picto et ils font du coup beaucoup de cartographie avec un grand tropisme pour la jeunesse, surtout dans le travail de Marie Neurath, essayer de faire des trucs très accessibles aux enfants pour expliquer des phénomènes comme ça. Donc là, c'était une carte avant. Là, c'est juste un schéma qui montre comment on a créé le Golden Gate à San Francisco. C'est toujours très joli, très pop, enfin les couleurs sont top, c'est toujours très très bien expliqué. Ça fait partie des gens qui nous inspirent à fond. Très pédagogique. Et tout comme Webb Dubois d'ailleurs. Absolument, un de nos favoris aussi. Donc ça, c'est des posters qui ont été créés pour l'exposition universelle de 1900 pour parler de la situation des Afro-Américains. Et du coup, là, ce qui nous intéresse en dehors de l'aspect activiste de la visualisation, qui est aussi quelque chose qui nous intéresse. Il y a cette incroyable modernité graphique à notre sens, et puis aussi ce côté aussi presque sensible lié au fait que c'est des graphiques qui sont pas du tout faits à l'ordinateur et que ça se voit. Et donc bref, c'est des choses qui nous plaisent beaucoup. Ouais. Et donc ça, c'était des gens qui nous inspirent un peu dans le temps, mais il y a aussi des gens qui nous inspirent actuellement, toujours dans l'idée de décaler un peu la discipline, l'emmener vers des endroits qu'on ne connaît pas forcément. On a mis quelques exemples. Donc le premier, c'est Janko Tvektov avec son Atlas des préjugés qui a été publié en 2012. Donc là, l'idée, c'est de faire, il porte bien son nom, donc un Atlas des préjugés. Donc là, on a la carte des horreurs culinaires en Europe. Mais il a aussi fait quelque chose de très malin, ce qui s'appelle 20 Ways to Slice a Continent. Donc c'est 20 façons de découper l'Europe. Donc on voit par exemple en bas l'Europe de la pomme de terre versus l'Europe de la tomate, l'Europe de l'huile d'olive versus l'Europe du beurre, l'Europe du thé versus l'Europe du café, etc. Et il a fait ça en 20 façons de trancher l'Europe comme ça, différemment. Et on trouve assez intéressante cette manière d'utiliser la carte, mais pas pour être précis géographiquement en fait, mais là on est vraiment on n'est pas du tout sur de la donnée chiffrée, on est sur des concepts, tout en utilisant des cartes relativement précises. Donc voilà, on trouve ça aussi assez... On est dans le sensible en fait là. On essaye de faire passer un message, mais on est dans le sensible. C'est ça qui est assez intéressant. Après, dans les gens qui nous intéressent, dont le travail nous passionne aussi, il y a Mathieu Avanzi, que vous connaissez peut-être, qui a fait l'Atlas du français de nos régions. Donc lui, en cartographie, il va expliquer plusieurs différences qu'il y a en France. Et donc ça va être soit des différences de comportement, donc là, la carte du nombre de bises qu'on fait quand on se voit et qu'on se dit bonjour et qu'il n'y a pas encore eu de pandémie, ou alors la joue qu'on tend en premier, encore une fois, dans ce processus de bises pré-pandémique. Il y a aussi des différences de prononciation, la France du jaune versus la France du jaune, donc, ou la France qui dit 20 en prononçant le T final. Puis il y a aussi des cartes extrêmement morcelées au niveau du vocabulaire, donc comment est-ce qu'on appelle un crayon à papier, crayon de bois, crayon de gris, crayon de papier. Donc lui, pour le coup, c'est pas sensible, hein, c'est la suite de longues enquêtes qu'il fait dans son travail de linguiste et qui termine par de la cartographie. Voilà. Il y a aussi des expressions extrêmement régionalisées qu'on appelle des régionalismes. La plus connue d'entre elles étant la chocolatine, la fameuse carte de la chocolatine, du pain au chocolat, ici dans sa version réalisée par Adrien Vandamme en 2011. Qui, si nous ne nous trompons 2012. pas, est dans la salle aujourd'hui. Big up Adrien, à lui. Bravo pour cette carte de la chocolatine. Et dans les gens qui nous inspirent à fond aussi, il y a du coup Data YOLO. Donc là, on n'est pas dans la cartographie, on est dans les graphiques purs, mais presque à l'orée du dessin de presse. Là, l'idée, c'est vraiment de créer le rire avec un graphique. Est-ce que c'est possible de créer le rire avec un graphique ? Oui, c'est jouable. C'est dur, mais c'est jouable. Alors, absolument, c'est réalisé par Sophie Guindensperger. Et c'est vraiment quelque chose qu'on trouve assez efficace parce qu'on a tous les codes de l'infographie. C'est jamais basé sur des chiffres. Et ça sert à commenter l'actualité. Donc voilà, ici, le web à 30 ans, l'évolution de la vitesse des données, de l'utopie, et des personnes qui pensent que le web, c'était mieux avant. Vous voyez que ça, c'est constant. Ou vous voyez les privilèges des plus jeunes, donc répartir les parts de galettes, et en vert, partir en retraite à taux plein. Ouais. Voilà. Donc on est en plein dans justement le détournement de ces codes.
Autre chose qui nous intéresse beaucoup, ça va être en fait tous les gens qui décalent un petit peu le truc et la discipline. Donc le travail des savoirs ambulants, qui est quelqu'un qui fait de la bande dessinée cartographique pour expliquer des concepts aussi compliqués que les projections cartographiques, qui sont pas des trucs non plus que le commun des mortels connaît bien. Et lui, il a créé une BD qui est en plus très rigolote, où on suit un petit Mercator comme ça qui va venir vous expliquer pourquoi il a créé sa projection. Il va se balader un petit peu dans l'histoire de la carto, rencontrer des gens qui ont d'autres traditions. Il est très rigolo ce petit Mercator. Et donc le travail que fait la personne des savoirs ambulants est un travail de pédagogie par la bande dessinée. Donc, ce qui nous intéresse aussi, David Honora, avec sa cartographie du cinéma, qui s'appelle The Great Map of Movieland. Là, il a créé carrément un énorme poster sur lequel il a mis énormément de films. Je crois qu'il y en a plus de 3000 qui sont regroupés par région en fonction du type de film que c'est. Film d'horreur, film de guerre, etc., etc. Et enfin, pour terminer dans nos inspirations, les gens qui arrivent à raconter des histoires avec la géographie. En l'occurrence, Olivier Marchon et sa série sur Arte qui s'appelle La Géozarbie, ou Mapmen, une chaîne YouTube qui raconte des histoires de cartographie, ou un certain Jules Grandin qui fait pareil sur Twitter. Maintenant, on va vous montrer un peu notre travail autour de la cartographie. Le nôtre. Donc ça part de créer des nouveaux territoires, donc inventer des territoires, un peu Madeleine de Scudéry style, quoi, si vous voulez. Donc le premier, pour vous dire que genre même au moment... C'est historique. Au moment où je cherchais du travail, 2010-2011, et du coup j'ai créé à l'époque mon CV en carte. De toute façon, curriculum vitae, ça veut dire chemin de vie, donc on n'est pas très très loin d'une carte, donc une carte routière avec une dorsale autoroutière. Je me suis dit ça va bien marcher. Sinon, autre chose qu'on aime bien faire, toujours en rendant hommage à Madeleine de Scudéry et sa carte de Tendre, ça va être créer de la cartographie politique. Donc en l'occurrence, créer une carte de la Macronie. Ça, c'est un travail qu'on a réalisé aux Échos. C'était une double page dans le journal, où l'idée, c'était de montrer les logiques de la façon dont Macron gouvernait. Alors ce type de travail, ça se fait de toute façon en s'associant avec des spécialistes. Nous, là, on va apporter notre regard différent et notre manière de visualiser, qu'on essaye d'être original. Mais voilà, on va pas juste nous partir de nos... Ouais, c'est pas un truc on se dit trop fun, on va représenter Macron en carte et c'est fini. Ça, c'est un truc qui a pris des heures de conceptualisation avec les éditorialistes politiques, les gens qui suivent Macron, qui nous expliquent en gros tout le truc. Et on a fait 2 cartes comme ça, une en 2018, une en 2019. Et nous explique tout le truc, et nous explique qui est important, qui est pas important, et on prend des notes et on note tout. Et en fait, ce qui pourrait être un schéma avec des ronds, des flèches, des carrés, des triangles, en fait, on le transforme en une carte pour que ce soit un tout petit peu plus rigolo aussi, parce que la carte, c'est quelque chose qui hiérarchise très bien les éléments les uns par rapport aux autres. Et puis des analyses politiques, bon, quand il y a certains contextes, on en lit, et là c'est aussi l'occasion d'attirer un peu l'attention du lecteur et de lui présenter les choses différemment. C'est une carte qui est quand même riche en texte, mais il est présenté différemment et on espère que ça va capter d'autres personnes. Tout à fait. Et c'est un concept qu'on a aussi développé toujours aux Échos avec la régate présidentielle. Donc là, c'était pareil. Comment est-ce qu'on peut présenter la course à l'Élysée, essayer de se démarquer un peu de tous les autres médias, parce que tout le monde va parler de la course à l'Élysée. Et nous, on s'est dit, mais pareil, on va créer une carte imaginaire, une carte imaginaire, sur laquelle on va faire s'affronter des petits candidats qui vont être représentés par des bateaux, en fait, et ils vont faire la course vers l'Élysée comme ça. Et on a fait 8 ou 9 épisodes différents. À chaque fois, pareil, en parlant beaucoup avec les éditorialistes politiques qui nous expliquaient un petit peu tout, et en créant un fond de carte par mois quasiment entre novembre et puis le 2e tour. Alors, parmi les choses qu'on cartographie, il y a aussi donc ce bébé dont vous parlez. Donc il n'y a pas du tout que des cartes dans ce livre, mais il y en a plusieurs. C'est un de nos moyens d'expression. Donc comme on disait, on a vraiment fait un suivi sur un an au fur et à mesure. C'est pas un livre qu'on a écrit au bout de cette année, c'est vraiment des visuels qu'on a réalisés en direct, vraiment. Et donc notamment, on a fait cette grande carte imaginaire réalisée au fur et à mesure, où là, par exemple, ici, c'est l'île du 1er et du 2e mois. Voilà. Et donc, on va avoir différents ports ou villes. Comme, on part de la naissance. Voilà, on passe par appelle les parents, sortie sur maternité, port la débrouille, caca l'explosif. Caca explosif, un endroit très dangereux. Absolument. L'archipel du sommeil avec les belles cernes, etc., etc. Donc ça, c'était
les 2 premiers mois de la vie du bébé. Et en vrai, on a fait 6 cartes comme ça, puisqu'on a suivi le bébé pendant 12 mois. Enfin, on le suit encore. On le suit encore. Juste, on a arrêté de faire des graphiques parce qu'au bout d'un moment... On s'est dit qu'il fallait arrêter à un moment. Il faut arrêter de faire des graphiques sur ce bébé, la pauvre. Et à la fin, on a créé du coup tout l'archipel de la première année comme ça, qui est du coup pareil, ce côté un petit peu carte de tendre du bébé. Donc là, hop, vous pouvez voir le bébé en question. En situation dans la vraie vie, ce bébé existe vraiment. Et on a aussi eu recours à la cartographie pour représenter d'autres trucs, pas juste son chemin de vie, si j'ose dire, mais là du coup, juste une sorte de portrait en carte à gauche, une cartographie des craintes que peuvent avoir les parents, donc avec un lac un tout petit peu plus angoissant, ou encore le réseau routier de l'appartement vu du point de vue d'un bébé, ou le taux d'attractivité des zones de l'appartement encore du point de vue d'un bébé. Je lis quelques noms, hein, l'usine à Langeais par exemple, ou le lac de la chambre, la zone industrielle de la chambre des parents. Ouais. Le bois de la tétine. Sur la carte de droite, on voit qu'il y a vraiment une grosse appétence pour tout ce qui est prise électrique, radiateur, dessous des meubles, etc., etc. Impossible de résister à ça pour un bébé. Objets contondants en général. Donc voilà comment on a quand même amené beaucoup de cartographie sur notre bébé. Ensuite, on a essayé aussi de s'attaquer à des sujets. Donc on a appris ça cartographier l'incartographiable. On va plutôt dire, en vrai, c'est cartographier le non cartographiable. Ce qui n'est pas évident, en fait. Rien n'est incartographiable. Non, mais en fait, donc c'est s'attaquer à des sujets qui ne sont pas trop cartographiés. Donc la musique, en 1, avec un projet qu'on a appelé Global Hip Hop, où c'est un projet collaboratif, où les gens peuvent nous soumettre des morceaux de musique. On a fait créer, nous, une base de données avec plein de morceaux qu'on aimait bien. Oh oui, c'est ça. En fait, on avait donc une liste de morceaux sur YouTube. On a commencé à s'intéresser. On écoute beaucoup de rap. Et on s'est dit qu'on allait se faire une liste de morceaux qui venaient d'autres pays du monde que la France ou les États-Unis. Et qui soit dans une autre langue que donc le français ou l'anglais, parce qu'il y a plein de rap qui vient d'autres pays, mais qui est quand même en anglais. Et donc on avait cette liste, elle est devenue de plus en plus copieuse, et on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen de l'écouter plus confortablement. On va en faire une carte déjà pour commencer. Et de la spatialiser. Ouais. Donc c'est devenu ce globe interactif sur lequel on a des cercles proportionnels qui correspondent au nombre de rappeurs qu'on a pour chaque ville, ou rappeuses d'ailleurs. Et ensuite, on peut, soit en cliquant sur le point et en sélectionnant une, on peut les écouter. Après, et puis on peut aussi se promener là-dedans, parce que si vous regardez sur la droite, dans les paramètres de lecture, il vous propose 3 modes: rester sur le même continent, lire la chanson la plus proche, ou bien rester sur le même pays. Et donc si on choisit lire la chanson la plus proche, on se balade de point en point. Ouais. C'est un peu une sorte de radio géographique qui fait une promenade dans le hip-hop mondial, si vous voulez. C'est ça. Alors qu'à la base, c'était juste une playlist YouTube. Voilà. Autre exemple de musique, là pour le coup un peu moins carto, mais plus data-vise, ça va être ce projet qu'on a appelé Musigraphie. Alors quand tu dis moins carto, pour moi on est de toute façon en train de spatialiser des éléments. Cette fois-ci c'est plus sur la terre, mais sur le clavier d'un piano. Mais donc voilà, on a pris différents morceaux pour piano, et puis on s'est dit qu'on allait regarder quelle touche était le plus jouée par la main droite, par la main gauche. Donc ça c'est le graphique du haut. Ouais. En dessous c'est le taux d'utilisation de toutes les touches du piano, donc main droite et main gauche confondues. Une petite choroplète de piano en fait. Absolument. Ouais. Mais du coup toutes les parts ont un poids égal, donc tout va bien. Et ensuite, la part du bas, ça représente la hauteur et la chronologie du morceau. Donc de gauche à droite, c'est le temps. Et puis plus le point est aigu, plus le point est haut, plus la note est aiguë. Ouais, on a fait 14 morceaux comme ça. Ouais. Et donc on s'est attaqué à la musique, aussi pas mal aux séries télévisées, avec une grosse production sur Game of Thrones quand même, dans laquelle la cartographie est extrêmement importante. Là, c'est 2 exemples qui viennent d'une vidéo du Monde. Vidéo du Monde qui d'ailleurs, vous avez vu, a quand même cartonné 1,7 million. Encore aujourd'hui, c'est une des vidéos les plus vues sur le monde, ce qui montre encore une fois ce qu'on disait au début, hein, les gens adorent la cartographie. On leur met plein de vidéos. Les gens adoraient aussi Game of Thrones. Ils adoraient aussi Game of Thrones. Game of Thrones plus la carto. C'est un peu le hack qui permet de faire un peu beaucoup de vues. D'ailleurs, le Monde, qui est quand même le quotidien de référence, un journal hyper sérieux et tout, nous ont aussi ouvert leur page pour faire une grosse cartographie géopolitique de Westeros. Ça leur posait aucun problème. Parce que la cartographie a ce côté aussi un peu, j'ai envie de dire, séduisant graphiquement. Donc après, quand je suis passé aux Échos, je suis passé sur un concept un petit peu plus financier, politique. Donc 9 graphiques pour comprendre la crise économique à Westeros. Avec le réseau commercial et le système financier entre Westeros et Essos, et puis Clara, Libération. C'est ça, et cette fois un format interactif qui était un peu pour la reprise d'un changement de saison, qui montrait les déplacements des différents personnages qui étaient morts, qui étaient vivants, une sorte de récap cartographique.
Donc le screenshot lui rend pas forcément Non. le plus grand Tout est hommage cliquable. parce que tout était interactif. Et puis dans les autres choses qu'on a fait, il y avait ce hors-série de Carto qui était spécialisé sur la géopolitique des séries télévisées, où là pour le coup on a fait de la cartographie sur The Wire à gauche avec une carte de Baltimore, sur Homeland et la géopolitique présentée dans Homeland à droite, et puis plein d'autres trucs aussi sur Game of Thrones et tout, mais bon. On avance un petit peu parce qu'il faut qu'on puisse vous parler de tout ce qu'on veut. Et dans les autres domaines qu'on essaye d'attaquer, il y a aussi la littérature. Donc ça, c'est avec l'Atlas Molière. C'est ça. Donc dans l'Atlas Molière, on a pareil, on n'utilise rarement que la cartographie, mais donc il y avait pas mal de cartes nécessaires aussi parce que le Paris de Molière n'est pas le Paris d'aujourd'hui, la France de Molière non plus d'ailleurs. Et donc voilà, pour situer un peu tout ça, c'était hyper pratique. Ça nous a permis notamment sur cette carte d'apprendre qu'il y avait un système de taxi, de carrosse taxi au 17e déjà. Oui, les carrosses à 5 sols. C'est ça. Tout à fait. Et on avait montré aussi l'itinéraire de la troupe de Molière pendant les 13 années qu'elle passe à faire une tournée en province, voilà, dans un territoire qui n'est pas encore totalement celui qu'on connaît nous. Donc voilà, comment la cartographie peut venir expliquer quelque chose plus. Ici, pareil, on est un peu dans un autre cas de figure qui peut-être vous parlera aussi, on peut avoir des données géolocalisées, enfin spatialisées en tout cas, mais qui ne soient pas forcément optimales à représenter sur une carte. Ici, par exemple, on avait tous les libraires de Paris au XVIIe siècle qui avaient publié au moins un ouvrage de théâtre. Donc il y en avait qui étaient au Pont-Neuf, il y en avait qui étaient au Palais, il y en avait qui étaient à l'université et au Palais de Justice. Et du coup, on a fait une carte de localisation pour montrer où c'était, parce que c'était pas une évidence nécessairement, mais sinon on les a visualisés sous la forme, encore une fois, d'un dendrogramme circulaire. C'est vraiment un peu ma passion. Mais twisté, toujours, on a toujours ce côté un peu floral. Donc voilà, on est sur des données spatiales, mais présentées différemment. Tout à fait. Et pour la littérature, on s'était aussi attaqué aux liaisons dangereuses, donc là pour le coup pas cartographiquement parlant, mais avec plutôt un graphique alluvial des origines-destinations des lettres, qui envoie le plus de lettres à qui. Donc tout ça pour dire qu'on peut visualiser beaucoup de sujets, voire des romans, des pièces de théâtre, des romans épistolaires, etc., avec les moyens qui sont les nôtres. Maintenant, est-il possible... Le cœur un peu de cette présentation. Le cœur de cette présentation. Est-il possible de faire rire avec les cartes ? La question, on y répond dans cette slide. Donc la réponse c'est oui. On vous a montré avant ce que ça donnait avec Dataiolo et les graphiques. Donc ça peut aussi marcher en carte avec par exemple cette fameuse carte des comtés des États-Unis que vous avez forcément tous déjà vue. Donc là l'idée c'est vraiment de présenter l'ensemble des comtés dans leur diversité, qu'ils soient gros, qu'ils soient petits. Ça dépend, il y en a plein. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Alors déjà, bien sûr, ce qu'on vous montre, on espère que ça va vous faire rire, mais c'est de toute façon des choses qui nous font beaucoup rire. De toute façon, si vous trouvez que c'est pas drôle ou quoi, vous nous faites un signe, on s'arrête, on passe un petit peu vite sur cette. Donc c'est un peu là le même géographique, quoi, le calembour porté dans son aspect cartographique. Donc le Venezuela est plus là. Bien sûr, l'Ouzbékistan se détend. Bon après, on peut aller très très loin et en faire beaucoup, hein. Bien entendu. Andorre, un est réveillé. Voilà. Il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. Non, voilà. Ça fonctionne bien. Algérie, Altom. Bon. Après, on va pas non plus en faire. Enfin, on va pas aller. On en a fait beaucoup, hein, mais vous voyez que voilà, les autos, les vélos. Bon, c'est juste pour expliquer on rit beaucoup avec les cartes. Voilà, ça passe pour quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut twister un petit peu pour réussir à créer le rire avec. Après, c'est aussi possible de partir encore dans d'autres. De mélanger des départements et des acteurs, par exemple. Donc voilà, Tom Cruise et Yveline Renaud. D'autres échelles, hein, puisqu'avant on était plus à l'échelle du pays, là on est sur une échelle administrative. Donc voilà, Sharon-Stone, la fameuse. Cantal Lobby. Là c'est un peu l'idée, les petits magnettes qu'on met sur son frigo pour recréer la carte de France. Donc voilà. Et ça pareil, c'est des choses qu'on va mettre sur les réseaux sociaux et avec lesquelles les gens vont énormément interagir parce que les gens peuvent pas forcément faire des cartes, mais ils peuvent sans problème trouver des jeux de mots entre le nom d'un acteur et celui d'un département. Ouais. Et ça amuse beaucoup les gens. C'est que des choses qu'on fait sur nos réseaux sociaux. Et puis on en fait un, on en fait deux, et les gens répondent en fait toute la journée. Ils ont vraiment énormément d'idées. Et si ça nous amuse et que ça amuse les gens, on a tendance à y aller. Ouais. Donc voilà, John Travolta. Bon, il y en a énormément, hein, donc n'hésitez pas à nous faire des propositions. Hein, on mettra nos mails à la fin de la présentation, bien sûr. Qu'est-ce qui est possible également de faire ? Ah oui, les fleuves. Donc on avait fait pareil pour le coup, mais en mixant juste des fleuves avec des couvertures d'albums. Quand on arrive en Vire, par exemple. Le fameux Some As You Are de Nirvana, My Heart Will Go On, bien entendu.
que vous connaissez tous. La Bièvre. On m'a mis la Bièvre pendant des heures de NTM, bien sûr. Est-ce que tu m'entends, héros aussi. Très connu, très connu. L'hymne à Et la puis tour. bien sûr l'hymne à la tour. Bien sûr. Incontournable. Pareil, les affaires. Après, ce qui est aussi possible de faire pour créer un peu, créer toujours un peu le décalage, essayer de créer le rire, c'est de jouer un peu sur la toponymie. Ça, c'est une carte que j'avais faite sur Twitter et qui avait pas trop mal fonctionné. C'était avec un principe très simple qui consistait juste à enlever la première lettre de chaque département. Et en fait, ça crée des trucs un petit peu rigolos. Notamment, ça fait les Andes dans les Landes, qui sont pourtant un département qui est pas très très haut. La même chose, mais en ayant enlevé... Les Ouches du Rhône, je trouve ça marrant. Oui, les Ouches du Rhône, on aime beaucoup. Et ça, c'est la même chose, mais en ayant enlevé toutes les lettres qui composent le nom France, donc le F, le R, le A, le N, le C, le E. Ça crée des trucs rigolos. Il y a une démarche un petit peu oulipienne aussi. Ouais. Ça fait que la Guyane s'appelle Guy. C'est un peu rigolo. Ce qu'on peut faire aussi, c'est jouer sur les unités, comme le montre cette carte, sur le nombre de mètres carrés par hectare et par pays. Donc là, on voit que du coup... tout le monde est à peu près dans la même taille, mais il y a aussi des clins d'œil qu'on fait à notre communauté de cartographes, ceux qui savent que l'absence de données, ça va toujours être pour le Groenland, le Sahara occidental, le Soudan du Sud et bien sûr la Corée du Nord. Bien sûr. Ou créer un petit peu la surprise, cette fameuse carte des aéroports d'Europe au XVIe siècle. Très compliqué à réaliser. Oui, notamment sur le côté aéroport principal, aéroport secondaire. Bien sûr, et puis aller trouver la donnée, hein, c'est pas... Là, c'est du temps. C'est du temps de travail. Ou voilà, créer un peu la surprise. Cette carte des principales villes du Japon qui permet de voir un peu l'explosion urbaine au Japon. Hein, et puis de les surtout situer, le hein, tout 19e, et de les situer. simplement. Très intéressant. Ouais. Et puis bon voilà, essayer de trouver des sujets un peu différents. Donc parfois, même en allant chercher des vraies données à des vrais endroits, ça c'est pas une fausse carte. Hein. C'est une carte. Notre prof de géo nous avait dit en Hippocane qu'il y avait plus de porcs que de bretons. Une phrase qui nous était restée dans la tête un petit peu. Hein, Étonnamment. Étonnamment, qu'on a voulu vérifier et il se trouve que c'est malheureusement vrai pour nos amis bretons. Et il y a plus de porcs que de bretons. Autre chose qu'on peut réussir à faire, c'est créer le rire en faisant des comparaisons un petit peu étranges. Donc ça, par exemple, si les candidats à la présidentielle étaient des projections cartographiques, c'est un fil qu'on a fait sur Twitter où on a du coup essayé d'affecter chaque candidat à une projection cartographique. Voilà, Marine Le Pen, des formes à mesure qu'on s'éloigne du centre. Tendance à faire grossir les pays étrangers, une vision du monde créée en 1569. Voilà. Emmanuel Macron, ni conforme ni équivalent. Le compromis parfait qui ne marche pas de ouf. Petit côté cartopédant. Vous aurez tous reconnu la projection de Robinson. Bien sûr. Yannick Jadot, la forme d'un cœur. Sympa sur le papier, mais risque de ne pas marcher. Voilà. Autre chose qui est un peu une de nos trademarks, on va dire, ça va être le fait de voir des cartes absolument partout. Donc il y a le projet qui illustre le mieux ça, c'est un projet qui s'appelle les Things Map et qui consiste à repérer des cartes in the wild, un peu dans la vie comme ça, on marche, tiens ce nuage il ressemblerait pas à la Bretagne, je le prends en photo et je rajoute des villes dessus. Et alors voilà, ça fait un peu 5-6 ans comme ça qu'on part à la recherche de cartes accidentelles. Alors là pareil, il n'y a pas de Photoshop, hein, c'est interdit au Photoshop sur le Things Maps. Donc, Alors ça c'est surtout le sport de Jules, hein, oui. le cartographe de formation. Moi je J'adore. suis pas assez forte, je connais pas assez bien la forme de tous les pays du monde. Moi je lui signale juste des tâches en lui disant est-ce que ce serait pas un pays ça. Ouais. Et généralement il me dit non ça, il me dit Ça très aurait gentiment pu, d'ailleurs non ça aurait pu mais non. voilà. Donc voilà, le Japon, le Maroc, le Niger, magnifique Niger vu à Venise, il ressemble beaucoup au vrai Niger, ou tout le nord du continent américain, au-dessus d'un immeuble du 13e arrondissement. Bon là, qu'est-ce que c'est que ça, ce stade non mais... Bon. Bref, vous aurez compris. Ça peut partir très loin. Ça peut. Parler de cartes tout le temps, donc on le fait ce soir avec vous sur cette scène. Mais vous aurez compris que dans la vie, on c'est est un peu une pareil. tendance qu'on a. Ouais, on est un petit peu pareil. Clara a du coup sa série des Moicans, dans lesquels elle mixe des tableaux avec sa vie d'infographiste. Voilà, que j'utilise pour me plaindre globalement de ce qui m'arrive dans le cadre de mon travail, mais de manière que j'essaye de rendre artistique. Donc voilà, moi quand vous me demandez une carte pour les résultats des élections et que je dévoile un cartogramme sous vos yeux horrifiés, ou moi quand je vois ta cartographie de stock en aplat de couleurs. Ouais. Le fameux moi quand on me dit que tu vas reprendre mon fichier Illustrator alors que je sais que j'ai pas changé les calques. Ouais. Voilà, donc là c'est un peu documenter sa vie d'infographiste et de cartographe avec le secours de la peinture. C'est ça.
Et après, ce qu'on avait aussi fait, c'est jouer avec les cartes. Alors ça, c'est un petit jeu que j'avais créé sur Twitter, auquel les gens participent, et je vous assure que les gens trouvent. Je n'ai jamais compris comment ils faisaient pour trouver. Ce sont des îles que je crée à partir de morceaux de côtes ou de frontières que j'assemble ensemble. Et après, je fais, tiens, regardez cette île inconnue, elle est faite avec des morceaux de frontières qui viennent de 5 pays différents. Est-ce que vous saurez retrouver lesquels? Et les gens trouvent. En 5 minutes. Ça m'a toujours super étonné. Je vous donne un exemple pour que vous me compreniez. Ça, c'est la numéro 6. Voilà, elle est faite comme ça, avec un bout d'Afghanistan, Bangladesh, Mongolie, Inde, Géorgie. Et les gens trouvent. Hein. Donc, si vous voulez, si vous avez vraiment envie les cartes. de rigoler un petit peu. Voilà, des fois, je mets des indices, là, par exemple, ici, c'était pas très dur, c'était jouable. Non, je rigole, je trouve ça très dur. Ouais, regardez. Ouais. Donc, voilà. Donc ça, c'est un peu créer le jeu, quoi, si vous voulez. Chose qu'on a fait aussi avec la nouvelle Américo-Basique. Un atlas aléatoire d'un continent imaginaire, donc. Ouais. Donc un projet Goomprod, notre entité bicéphale dont on vous parlait au début. Là, le mieux, ça aurait été de vous faire une démonstration, mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez taper ça sur Google aussi, une nouvelle Américo-Basique, tout comme Global Hip Hop, Musigraphie, ce genre de choses. Vous arriverez sur notre site et vous verrez tout ça. Absolument. Et ça, c'est un peu une sorte de bandit manchot cartographique qui va venir mélanger deux silhouettes de pays pour en créer un troisième. Donc les pays sont tous mis un peu à échelle constante, enfin ils rentrent tous dans le même carré, quoi. On crée un nouveau drapeau, on crée un nouveau pays, une nouvelle gentilée, et du coup ça va créer l'Austrapon, l'Austrans. On peut cliquer en boucle comme ça pour en générer de nouveau. Chaque fois qu'on clique sur le bouton, ça crée une nouvelle carte. Encore toujours dans l'idée de jouer un petit peu avec. Ici, un projet réalisé pour We Do Data, donc un quiz du littoral, où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de noms de côtes, côte d'Opale, côte de Nagre, côte de la Déroute. Il y en a vraiment beaucoup, certains qui sont anciens, d'autres qui ont été créés par des offices de tourisme pour donner un côté sympa à certains endroits. Et du coup, on a décidé d'en faire un quiz. Donc voilà, on demande à l'internaute de sélectionner donc un mode de classique ou expert, et puis de tester sa propre connaissance du littoral français. Ouais, exactement. Et du coup, je crois que pour terminer, il me semble, un autre truc qui nous intéresse beaucoup, nous, et en particulier via les réseaux sociaux, c'est d'essayer de diffuser les outils, parce qu'il n'y a pas que QGIS et Adobe Illustrator dans la vie, il y a aussi énormément de petits sites extrêmement pratiques, extrêmement gratuits également, avec lesquels qui vont nous simplifier énormément la vie. Et autant au début, quand on commençait à travailler, l'idée c'était peut-être de veiller un peu jalousement sur nos outils, autant on a fini par se rendre compte qu'en vrai, le mieux c'était plutôt de profiter des réseaux sociaux pour expliquer au maximum quels outils on utilise, où est-ce qu'ils sont. Aussi parce que les réseaux sociaux nous permettent de découvrir énormément d'outils. Et du coup, c'est aussi une manière de les rendre et de les partager avec la communauté. Donc voilà, moi j'appelle ça l'aide de Albert Tuto, parce que comme vous avez vu, j'aime beaucoup les blagues. Le de Albert Tool. Et par exemple, ça permet aussi d'avoir des gens qui vont nous répondre en nous présentant des outils qui sont encore mieux. Donc là, Clara avait fait juste un petit tweet pour expliquer un outil qui permet d'extraire du OpenStreetMap facilement. Et Martin Lambrecht, un cartographe hollandais, avait répondu avec un autre outil qu'on ne connaissait pas et qui marche il est encore mieux. Bien meilleur que le mien. Donc voilà, c'est vraiment gagnant-gagnant. Un autre outil pour identifier la projection sur une carte. Donc voilà, on n'a pas du tout de slide final. Oui. Mais l'idée, c'était de vous remercier de votre attention, par exemple. Et en espérant que ça vous a plu. On vous avait dit que ça allait décoiffer, hein? Vous êtes contents? Vous avez des questions? Vous êtes chaud ce soir? Vous avez un quart d'heure. Un quart d'heure pour poser des questions. Bon, après, ils restent avec nous ce soir, donc vous pourrez aussi leur poser des questions ce soir. Oui, on sera là de toute façon. Mais là, si vous voulez, devant tout le monde, c'est aussi un côté un peu sympa, quoi. Vous pouvez nous demander, par exemple, si on parle tout le temps aussi vite. Ouais. Oui. Bah là, on était obligés. Moi, j'ai remarqué que oui, hein, quand même. Je le crains. Là, on avait 40 minutes, on a fait 39. Moi, j'avais une question pour commencer. C'est vous dormez combien d'heures par nuit? Variable, mais trop peu. Et en ce moment, on a un enfant qui a 2 ans et demi, donc 5-6 heures, quoi. Ouais. Dans ces heures-là. Ouais, parce que... Mais ça va pas du tout, en vrai. Il y a quelqu'un là-bas. On est très fatigués. C'est peut-être pour ça qu'on fait des cartes aussi étranges. Bonjour. Oui, bon, déjà, bonjour. merci pour cette présentation très intéressante.
Alors moi, j'ai pas de questions, parce que j'ai à peu près tout compris de quoi vous avez parlé. Je voulais juste revenir sur les petits jeux au niveau géographie, etc. Parce que moi aussi, j'adore les jeux. Et je voulais vous demander si vous connaissiez le petit site world2.tuff. Et en fait, c'est un petit site sur le même principe que Sutom ou Tusmo, suivant ce à quoi vous jouez. Ça vous propose la forme du pays, sans vous dire où il est, sans vous donner quoi que ce soit autour, sans vous donner la taille. Et en fait, vous faites des propositions et ça vous dit nord, sud, est, ouest avec les kilométrages. Donc c'est super rigolo à faire. Voilà. Et il y en a un par jour sur le même principe. Donc ça, c'est le petit premier jeu. Et ensuite, si vous êtes fan de géographie, la plus, est-ce que vous connaissez GeoGuessr ? Ouais, Bien sûr, les deux, on adore. Ouais. World c'est un peu mon petit rituel du matin, j'adore World, c'est vraiment trop cool. Après, GeoGuessr, j'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre. Et en plus, il y a des gens qui sont extrêmement forts à ce truc, qui localisent, qui sont en Mongolie en 4 secondes. Donc ça m'angoisse un petit peu, mais je trouve ça super sympa quand même. Voilà. Et merci. sur GeoGuessr, il y a des cartes en plus collaboratives, donc vous pouvez placer vous-même vos points. Il y a des cartes en France, en Europe, dans le monde, etc. Donc si vous avez peur du monde entier, vous pouvez rester juste en France et faire des tests. Merci, on ne savait pas pour le coup. Alors, j'ai une autre question ici. Oui, alors elle est un petit peu intime. C'est la plupart des gens qui font pas de cartographie et de géographie, ils ont une carte affichée dans leur toilette. Est-ce que chez vous, c'est quoi ? Alors les toilettes, ça va être la seule pièce où il n'y a pas de carte qui est affichée. Après, Tout ce qu'on peut dire, c'est que chez nous, il me semble il n'y a que que des des cartes Ouais. au mur. Voilà. Mais il n'y en a de pas dans les toilettes. Il y en a Pas d'art dans nos il y a des toilettes. cartes Et alors, magnifiques chez nous. tu en conclus quoi, le fait qu'ils aient pas de carte dans les toilettes ? Justement, qu'il faut quand même qu'il y ait des espaces où on ne voit pas de carte. Peut-être Exactement. ça leur fait du bien. Exactement. Puis aussi, il n'y a pas assez de place. Mais enfin, bon, bref, passons. Quoi. Ce sont des toutes petites toilettes. Bon. Il y a Est-ce des qu'il y a cartes magnifiques. une autre question ? Ici, j'arrive. Ah ben, pardon. Ou vas-y. Bonsoir, merci beaucoup pour votre présentation. J'avoue être un peu une groupie depuis plus de nombreuses années, donc je suis ravi de vous voir en vrai. Merci. Moi j'avais une question. Votre passion est communicante. Est-ce que vous intervenez dans des lycées ou dans des écoles pour transmettre cette passion qui peut, à mon sens, complètement créer des vocations ? On l'a fait pour la première fois cette année. On l'a fait pour la première fois cette année, c'est vrai, pour présenter l'Atlas Molière et tout le travail qu'on a fait autour de la cartographie et de la littérature. Après, franchement, on aimerait bien le faire. Le problème, c'est que de temps en temps, il y a des profs qui nous contactent et généralement, ça se passe comme ça. Ils font « Est-ce que vous pouvez venir mercredi prochain à 7 ? Et on ne peut pas vous défrayer et on ne peut pas payer d'hôtel et c'est très loin. Il faut que ce soit à 15h. Et il faudrait que ce soit à 15h. Et on est là, mais oui, mais mercredi prochain, moi je travaille. Je suis aux échos en train de travailler et Clara est à We Do Data en train de travailler. Et du coup, on n'a pas encore réussi à trouver, autant qu'on le voudrait, des moyens de venir parler aux jeunes dans le milieu scolaire. Principalement parce que à chaque fois, c'est des gens qui habitent toujours très loin. Après, par exemple, nous, on habite à Paris. S'il y a des gens qui sont profs à Paris, juste à côté, et qui veulent qu'on intervienne dans leur classe, c'est jouable. Mais Nous, c'est quelque chose qui nous parle carrément. Et là, quand on l'a fait cette année, c'était assez fou de voir qu'on arrivait même à intéresser même des lycéens qui n'avaient pas l'air forcément fascinés en rentrant dans la salle. Non. Qui étaient juste avant le bac en plus, donc ils étaient stressés et tout, mais au final... Et qui sont sortis avec l'air quand même vaguement intéressés, donc... On a vécu ça comme une victoire. Après, à côté de ça, on enseigne aussi donc à des étudiants et puis on donne des formations pour les professionnels aussi. Donc on a l'occasion de le faire. Après, on n'a pas trop l'occasion d'intervenir dans le milieu scolaire. Pas assez avec des très jeunes, en tout cas, oui. En tout cas, pour les industriels comme nous, qui subissons comme tout le monde des difficultés de passion et de recrutement, c'est sûr que votre passion est en tout cas communicante. Bravo encore. Merci. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que on a enregistré et que vous pourrez montrer la vidéo en replay. Bon, c'est pas aussi bien qu'en vrai, hein, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Tout en haut. Bonjour, merci pour la présentation. C'était pour vous expliquer à quel point je vous déteste. Ça marche.
tous les jours, je suis le seul cartographe là où je travaille, et à peu près tous les jours, il y a un collègue qui vient me voir et qui me dit hey, j'ai vu le Jules Grandin hier soir à la télé, et alors justement, c'est super sympa, est-ce que tu pourrais pas me faire une carte? Et généralement, ils ont une donnée à Lyon, une à Paris, une à Marseille. Donc, je suis obligé de leur expliquer que ça n'a aucun intérêt. C'est aussi notre travail. Hein. Nous aussi, on fait beaucoup ça dans la vie. Hein. Donc je vous dis pas merci. Hein. Merci pour votre franchise. Merci pour votre franchise. Ça fait plaisir. Mais justement, moi, ça me fait rebondir, c'est par rapport à tout ce que vous osez, ça nécessite un sacré niveau de confiance avec les rédac chefs, etc. C'est quelque chose qui s'est construit. Est-ce que des fois, ils vous disent « Non, non, là, vous partez trop loin, les amis, ça va pas être possible. Oh, oui. » Vous subissez beaucoup de refus d'idées Faut la tenter pour que ça passe. Ouais, il faut la tenter. Ça passe pas toujours. Ouais. On refuse beaucoup d'idées. Hein. Essayez d'aller voir un rédacteur en chef. Si jamais un jour vous avez vraiment que ça à faire, hein. Vous allez voir un rédacteur en chef, vous lui dites la prochaine fois qu'on représente des résultats d'une élection, eh ben, on ne fait pas une coroplète avec les départements parce qu'une coroplète avec les départements, ça a ses problèmes, ça a ses billets. On va faire un cartogramme. Et vous lui montrez un cartogramme. Et ben là, Déjà, juste essayer de le tenir assez longtemps pour lui expliquer pourquoi pas une coroplète. Ouais. Et bon, même si vous Ça savez passe que vous très avez raison, ça va pas passer. Il y a des gens qui sont très attachés à des formes qui leur sont familières. À Libé, on avait réussi à le faire passer. Oui. Bon, aux échos aussi. Mais bon, c'est à force de travail. Mais on se heurte à beaucoup de refus, oui. Après, est-ce que c'est la confiance? La confiance, c'est plus le fait qu'on l'a déjà fait. On l'a déjà fait sur nos comptes Twitter ou autres. On sait que ça marche, que ça fait... Que ça marche mieux, que c'est des vecteurs qui vont bien transmettre l'info, quoi. Ça nous exerce aussi à argumenter et à aller présenter des choses un peu originales quand on a un peu les moyens de les défendre et d'expliquer pourquoi c'est mieux comme ça. Mais on passe notre vie à se prendre des vents, il n'y a pas de souci. Et on passe notre vie, comme le disait l'intervenant précédent, à devoir recevoir des demandes de cartes avec les gens qui disent « je vous envoie les datas ». Et les datas, c'est en fait un point doc dans lequel il y a 3 chiffres et on ne peut pas faire de carte avec. Donc on comprend très bien d'où vous venez aussi. Et donc parfois, c'est nous-mêmes qui devons mettre les refus. Alors, il y a une autre question. Bonsoir, merci beaucoup déjà. Je suis gros fan aussi. J'aimerais savoir, c'est quoi votre projection favorite? C'est sûr. Bon, alors déjà, il y a Spielhaus qui est quand même sympa qu'on a mis avant, mais sinon... Moi, Spielhaus, c'est un peu la signature, c'est un peu la carte que j'ai fait qui a le plus cartonné, le plus tourné et tout. Donc bon, elle a de ce fait gagné une place particulière dans mon cœur. Mais une qui est dans nos cœurs à jamais, c'est Buckminster Fuller. Buckminster, il y a Dimaction Map avec les triangles là. Parce que ça, elle est incroyable. Elle est vraiment bien. En plus, elle est super pour faire un planisphère sur mobile. Parce que ça rentre bien dans la hauteur comme ça. Donc Buckminster Fuller. Après, contrairement à ce que pensent les gens, il n'y a pas de projection qu'on déteste. Et bon, ok, on a un peu nos préférés, mais pas tant que ça. À part les équilles rectangulaires quand même. C'est vrai. Ouais. Mais sinon, ça dépend de pourquoi on les utilise, bien sûr. Même si on a nos chouchoutes. Excellente question. C'est clair. Merci. D'autres questions? D'autres commentaires? D'autres idées? Ah, là-bas, de votre côté. Bon, merci beaucoup. Juste une question. Après avoir fait Molière, est-ce que vous allez faire Mercator? L'Atlas Mercator? La vie de Mercator? Oui. On va sûrement refaire des livres, parce qu'on aime vraiment beaucoup travailler trop et pas gagner trop d'argent, donc c'est sûr qu'on va pas réussir à s'arrêter. Alors je confirme, faire des livres quand on n'aime pas gagner de l'argent et qu'on aime beaucoup bosser, ça marche bien. C'est pas mal. Hein. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Donc voilà, depuis qu'on a découvert ça, on se dit qu'on va poursuivre dans cette voie. Après là, on a sorti 2 livres en 2 ans, moins de 2 ans. Ouais. Donc voilà, on se terrifie un peu nous-mêmes. Et donc on s'est dit qu'on allait peut-être faire un petit peu une pause de survie. Mais c'est sûr que ça va nous reprendre. On a déjà des idées. On a pas mal d'idées, voilà. ouais. Sur Mercator, je sais pas. Aussi parce qu'il faut qu'on trouve un sujet qui nous donne envie de recommencer à bosser la nuit et les week-ends. Donc voilà, il faut qu'on... Ce sera Alors, moi j'ai une idée de sujet, si vous voulez. On prend l'Atlas Casanova.
c'est vrai que là, on se dira un l'histoire côté de ma plus vie de Casanova, il y a de quoi historique, c'est faire. vrai. Il y a de quoi faire. On pourrait faire aussi Shakespeare, on pourrait faire Dante, on pourrait faire comme ça plein d'atlas sur plein de, Mais ce serait de trop figures pareil. littéraires. Mais ce serait un peu pareil. Et nous, ce qu'on aime bien, c'était avoir changé un petit peu, faire d'un côté le bébé. Et Surprendre puis aussi. arriver derrière avec Molière, et les gens ils comprennent pas trop pourquoi. Et du coup, le troisième, on aimerait qu'il soit aussi très différent. C'est ça. Est-ce que vous arrivez à vous surprendre l'un l'autre? Bon, très souvent, Bien sûr. bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question, une dernière remarque? Oui. Attends, j'arrive. Bonjour, vous avez beaucoup parlé du coup de la représentation en illustration, mais assez peu de la source de données, à part sur la partie politique. Du coup, combien de temps ça vous prend en proportion dans votre travail ? Souvent, on a la chance de pouvoir travailler avec d'autres gens qui connaissent vachement bien leur sujet. Donc, soit c'est dans nos journaux respectifs et c'est avec les journalistes ou ceux qu'on appelle les éditeurs et qui vont nous chercher des données et nous aider à trouver la meilleure source. Par exemple, sur Molière, c'est un livre qu'on n'a pas fait à 4 mains, mais à 6 mains, avec un spécialiste de Molière qui s'appelle Christophe Chouvet et qui est un spécialiste de Molière qui enseigne à Yale et qui est spécialiste en plus des sources et des données sur Molière. Il est chercheur en humanité numérique. Voilà, c'est son travail de faire ça. Nous, on a eu l'idée de faire un livre sur Molière et on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas trouvé Christophe. Lui, il connaissait absolument tout et il nous disait « Ah, mais il y a ce truc, il y a ce truc, il y a ce truc, il y a ce truc. » Donc, c'est pas facile de... Je dirais qu'on n'a pas forcément, Clara et moi, autant confiance en nous dans notre capacité à trouver les bonnes données que dans notre capacité à les représenter correctement. Notre travail, c'est plus de les représenter correctement. Ça. On est capable de les trouver, mais... C'est exactement ce que j'allais dire. On sait, on est à l'aise dans les on est très à l'aise dans les tableurs par rapport au kidam lambda. Mais voilà, c'est pas notre spécialisation à nous. Du coup, pour le temps qu'il faut, c'est extrêmement variable. Quand c'est dans la presse, quand c'est dans la presse pour le papier, c'est souvent à la journée. Et là, ça va dépendre si on va trouver une belle base de données fiable et propre, si on va devoir compiler les données à la main nous-mêmes, si on va devoir appeler des gens pour les récupérer. Enfin voilà, c'est extrêmement variable. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation, j'ai adoré. Une petite question maintenant, vos cartes, elles étaient toutes terrestres. Pourquoi pas des cartes du ciel, des cartes de l'univers ? Parce qu'on est encore jeune et qu'il nous reste plein de temps et qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, donc ça, c'est sûr que ça viendra. Mais je pense que ça viendra, oui, c'est vrai. Bon, eh bien écoutez, il est l'heure d'aller s'égayer dans le Futuroscope. Donc vous avez compris, tout le monde, tous ceux qui ont un petit O sur leur badge, on part tout de suite. Et encore une fois, merci énormément de ce coup de jeune sur la carto. Merci à vous. Quand on disait que la relève était assurée, je pense qu'il n'y a pas de souci.